partager justement le type de contenu que vous verrez par la suite. En tout cas, l'idée, c'est de continuer à être collaboratif sur les événements. Vous m'entendez, Zach et Julien? Ouais, on t'entend, Akram. Ouais, Akram, oui. Et du coup, dans les nouveautés, dans l'actualité, ce qu'on propose, donc, c'est des nouveaux formats de plus participatifs, justement autour de donc plus d'interactivité autour des contenus et de lancer un nouveau format de live autour de contenus assez sympas, donc qu'on vous présentera par la suite. Alors, on a aussi lancé un staff du club utilisateur. Donc, le staff, en fait, sont des membres actifs qui vont nous aider au quotidien dans l'organisation de nos événements et dans la contribution, en fait, du club, notamment pour la modération du Slack, dans la logistique autour de nos événements et dans toute l'aide qu'ils pourront nous apporter au quotidien pour continuer à animer cette belle communauté. Et donc, ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite sur les nouveautés de la mise à jour de janvier Marketing Cloud. Alors, c'est une grosse release. Du coup, on a pas mal de contenu à voir. Donc, on va essayer de balayer les nouveautés un peu à la chaîne. Ce qu'on vous propose, c'est de poser vos questions dans le chat. Et puis, on y répondra, on continue. Et puis voilà, si vous avez aussi eu l'occasion de regarder la feature ou que vous avez plus d'éléments que nous, vu que la release elle vient de sortir, donc forcément l'information elle est un peu diffuse. Donc n'hésitez pas à nous partager vos infos aussi. Donc c'est aussi un call collaboratif et l'idée c'est qu'on puisse tous parler de cette release. Ouais. Alors, les éléments qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est un extract des meilleures fonctionnalités de cette mise à jour. Si vous voulez accéder à la mise à jour complète avec tous les détails qu'elle contient, rendez-vous sur ce lien là qui s'affiche sur l'écran, de sorte à être plus exhaustif, soit sur une des fonctionnalités qu'on va présenter aujourd'hui, soit pour la lire en entière. Donc, c'est ce qu'on peut. Voilà. Et aussi, on a fait le choix de retirer Customer 360 Audiences du Datorama de cette release parce que c'est un sujet qui est tellement vaste et c'est des produits qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder d'une façon un peu approfondie dans le public utilisateur. Et ça sera l'occasion d'en parler dans les prochains événements. Donc, on a fait ce choix-là de les écarter aujourd'hui. Allez-y, vas-y, Akram. Ok. Je peux le présenter rapidement. Donc ça, c'est juste une fonctionnalité, on va dire technique d'un point de vue sécurité qui permet on appelle ça le Bring Your Own Key, et en fait qui vous permet de créer les données avec votre propre clé privée dans Marketing Cloud. Donc vous pouvez l'uploader et l'utiliser pour déchiffrer, encrypter des fichiers dans Automation Studio. Et aussi dans ce qu'on appelle, dans la feature qui s'appelle le TDE, donc Transparent Data Encryption, qui vous permet de chiffrer la donnée de toute votre instance Marketing Cloud. Donc maintenant, vous êtes capable d'uploader vous-même votre clé afin que ce soit beaucoup plus facile et de ne pas passer par le support, mais aussi pour vous permettre de faire des politiques de rotation de clés. Donc par exemple, tous les 6 mois, tous les 1 an, modifier la clé de façon beaucoup plus simple. Voilà. Donc ça, c'est technique, c'est facile. C'est Bring Your Own Keys à retenir. C'est la même, tu peux passer à l'écran. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais, je regarde. On dit que c'est un sujet technique, mais n'hésitez pas, même si c'est technique, on peut apporter plus de réponses, donc par chat ou vous pouvez prendre la parole. Ok, vas-y Julien, si tu veux présenter. Ouais, alors comme vous le savez, effectivement, avec Content Builder, la version classique arrive à un petit peu à expiration. Donc en fait, le bouton Save est grisé aujourd'hui. Donc en fait, vous ne pouvez plus enregistrer des nouveaux contenus depuis classique. Donc aujourd'hui, on sera sur du Read Only afin de faciliter justement la migration vers Content Builder, vers la nouvelle version. Alors, vas-y, Zach, si tu veux. Alors, pour les logs d'erreur, en fait, aujourd'hui, sur tout ce qui est trigger de send email, on avait des erreurs à partir de un retour. Aujourd'hui, ils ont levé la limite à 10 abonnés sur in a row, donc à la suite, pour lever un log d'erreur. Zach, si tu as d'autres éléments, n'hésite pas.
Non, pas plus que ça. C'est juste que maintenant, du coup, l'erreur se déclenche au bout de 10 envois et non pas un seul. Et n'oubliez pas d'utiliser la nouvelle feature Alert Manager qui vous permet de recevoir les emails. Donc, avant, en fait, lorsqu'on avait des erreurs d'envoi, ça créait un case directement auprès de Salesforce. Ça ne sera plus le cas. Donc, je n'ai pas exactement en date si c'est déjà le cas maintenant ou ça va arriver bientôt. Mais si vous ne mettez pas votre email dans Alert Manager, vous aurez le risque de ne pas recevoir ces erreurs-là. Donc, n'hésitez pas à renseigner votre email dans Alert Manager. Voilà. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire que parce qu'avant, quand il y avait une erreur, le truc se bloquait, donc il n'y avait pas d'email qui partait. Est-ce que là, ça va quand même continuer à envoyer par exemple, si le deuxième est bon, donc le deuxième va vraiment partir, c'est s'il y a vraiment 10 problèmes que ça va vraiment se bloquer, c'est ça? C'est ça, exact. C'est au bout de. Après, c'est marqué 10 subscribers in a row. Est-ce que ça veut dire que c'est 10 successifs ou est-ce que c'est on va compter jusqu'à 10? Je ne saurais pas te dire, Mahmoud, il faudrait peut-être aller regarder dans la doc. Mais effectivement, bonne question. Comme je le comprends là, c'est-à-dire 10 échecs successifs. Ok, ouais, très bien, merci. Mais à voir, il faut aller voir dans la doc, on aura forcément la réponse. Ok. Alors, donc cette feature, elle est super intéressante. Donc, vous la connaissez tous, c'est le one click unsubscribe qu'on retrouve dans Gmail et dans Apple Mail, par exemple. Et en fait, le mécanisme qui existait avant, c'était le mécanisme du feedback loop. Donc, quand vous cliquez sur le bouton unsubscribe, ça générait ce qu'on appelle le feedback loop, donc un email qui est envoyé à Marketing Cloud qui permet de passer le statut de la personne à désabonner. Aujourd'hui, avec cette feature, avec cette mise à jour, lorsqu'on va cliquer sur unsubscribe, ça va ouvrir le one click unsubscribe standard de Marketing Cloud. Donc, en fait, on va passer du mécanisme du feedback loop à une ouverture du centre de préférence de Marketing Cloud. Donc, c'est une avancée, on va dire, je pense, hyper intéressante. Bon, c'est un sujet que je suis depuis pas mal de temps et je trouve que c'est pas mal maintenant de pouvoir rediriger vers une page web. J'espère que plus tard, on pourra customiser ce bouton-là pour ouvrir le centre de désabo, du coup, custom de vos clients, donc via une cloud page ou autre. Ça serait pas mal. C'est ce qu'on peut, par exemple, si vous, je pense que vous êtes tous sur LinkedIn, si vous cliquez sur le bouton unsubscribe natif sur les emails de LinkedIn, vous verrez que ça va vous ouvrir un centre de désabo custom. Ouais. Donc, ça serait une évolution, on va dire, intéressante de cette feature, donc à suivre. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Ouais, on peut dire qu'en fait, c'est un premier pas vers un peu plus de personnalisation sur le lien standard présent notamment là sur le navigateur, sur le lien de désabo Gmail, par exemple. Donc, c'est un premier pas qui permet de mieux intégrer des fonctionnalités un peu natives de la mailbox vers une intégration un peu, une personnalisation de la page Marketing Cloud. Avec le Brand Builder, typiquement, on peut déjà avoir la bannière ou le logo de votre marque qui s'affiche. Donc, c'est une petite avancée quand même. Ouais. Je peux revenir là-dessus rapidement. Un dernier point, c'est que ça va générer un désabo au niveau, donc là pour les personnes techniques, ça va générer un désabo au niveau de la All Subscriber List. Il y a une grosse question quand même qu'il faut se poser, c'est il est où mon master des abonnements? Est-ce qu'il est dans Sales Cloud? Est-ce qu'il est dans un outil externe? Et en fait, vu que ça va générer un désabo natif dans Marketing Cloud, donc la question se pose, comment je fais pour le propager vers le master? Et donc, voilà, donc est-ce que c'est une automation, est-ce que c'est de l'API, etc., etc., etc. Donc, voilà, c'est juste pour ne pas oublier cet aspect-là. Ariel, tu avais une question ou une remarque peut-être? Ouais, donc la plupart du temps, on fait des pages de désabo custo. Est-ce que ici, la reco, c'est de garder notre page de désabo custo, mais aussi d'utiliser le centre de préférence standard pour le unsub de Gmail? On n'a pas le choix, Ariel, en fait. C'est-à-dire que oui, la reco, c'est d'avoir du custom, surtout lorsqu'on a du multi-org ou on est sur on va dire un centre de préférence un peu élaboré, mais le bouton unsubscribe natif, il est imposé par Gmail et par Apple Mail. Donc, on ne peut pas s'en passer. Avant, ça permettait de désabonner avec le feedback loop. Aujourd'hui, on ne peut utiliser que le centre de préférence standard. Donc oui, il faut que les deux cohabitent. Ok, merci. On n'a pas le choix.
OK. Vas-y, Akram. Bah, je te laisse. Ouais. Alors, en fait, donc là, maintenant, on va adresser le sujet qui est, je pense, un des plus attendus, c'est le AMP emails. Et j'aimerais commencer par, en préambule, un peu présenter l'historique derrière tout ça et aussi comment ça se positionne par rapport à l'email marketing traditionnel. Donc, en fait, avec l'émergence de l'email traditionnel, donc il y a quelques années, où on commençait à shooter des emails pour on va dire pour des buts de marketing, de targeting marketing. Donc, on a vu l'évolution de l'emailing au fur et à mesure du temps, jusqu'à aujourd'hui, où on s'est rendu compte finalement que maintenant, on commence à parler d'omnicanalité, de multiples, on va dire, points de contact, touch points, avec de multiples canaux. Donc, d'ailleurs, ça s'insère très bien dans la stratégie de Salesforce d'ajouter plusieurs canaux, donc SMS. Aujourd'hui, on va parler de WhatsApp aussi. Et donc, là, on commence à voir que l'email marketing, il commence à prendre un peu moins on va dire, de place dans le paysage des canaux digitaux. Cependant, ça reste un canal qui est hyper, on va dire, plutôt peu cher et générateur de valeur. En termes de revenus, je pense que la plupart des entreprises aujourd'hui, elles génèrent la plupart de leur chiffre d'affaires, on va dire, animé sur ce canal-là. Donc c'est très, très, très improbable, voire impossible, de se délasser de ce canal-là, en tout cas dans le contexte actuel, et étant donné qu'on gère plusieurs générations, plusieurs profils de clients. Et donc, c'est un canal qui peut être adapté pour une certaine population. Donc, tout ça pour dire que, donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut réinventer comment on adresse cette problématique d'email marketing. Et donc, pour peut-être la rendre un peu plus sexy, un peu plus interactive. Et donc, c'est là où l'AMP email prend tout son sens. Parce que, étant donné aujourd'hui les outils traditionnels qu'on a, ça introduit plusieurs limitations. Donc, une des limitations, c'est, vous le savez tous probablement, c'est le layout. Donc, le design de l'email est très, 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 très painful. En fait, il est très limité, surtout quand il s'agit de manager le layout sur plusieurs clients email. Et Outlook, on n'en parle même pas. Il y a une deuxième problématique qui est les contenus statiques. Donc, on a tous connu ça. Le contenu de l'email est défini, même si on peut le personnaliser, il est défini au moment d'envoi. Alors, vous allez me dire qu'il y a des hacks, entre parenthèses, qui permettent de faire du contenu dynamique. D'ailleurs, Zach, on avait travaillé sur ça en 2016 sur un hack, entre parenthèses, qui permet de le faire sur les images, très drivé sur l'image. Cependant, ça ne marche pas à tous les coups parce que on sait que le fait de loader des images dynamiques via les URL dynamiques, ça, des fois, c'est limité par le cache et donc par le fait que l'email reste statique. Donc ça, on va dire que c'est un hack, mais qui est très limité. Donc aujourd'hui, on peut partir du principe que le contenu est vraiment statique et défini au moment de l'envoi. Le troisième point, c'est la friction dans le parcours client. Donc en fait, aujourd'hui, on sait très bien que le pourcentage de drop entre un client qui arrive sur l'email et après il doit cliquer pour aller sur une bounce page ou une cloud page, après faire une action pour aller sur le site web ou j'en sais rien, ça multiplie les points d'interaction et donc forcément, on perd des clients en cours de route. Donc, toutes ces limitations-là, la promesse d'un email, c'est de les adresser, en plus d'ajouter en fait d'autres choses, on va dire de nouvelles choses, une nouvelle approche. Donc, AMP email, juste pour la préambule, et je n'ai pas voulu faire une slide spécifique, je pense que c'est juste, on va dire, l'historique. C'est une technologie qui a été introduite par Google en 2015, surtout pour optimiser le contenu, le loading des contenus sur mobile. Donc, initialement, c'était prévu pour ça. Ensuite, il y a eu une diversification de ces activités de AMP. Donc, on a eu un AMP for web, AMP mobile, AMP ads, etc. Et donc là, on parle de AMP emails. Donc, quand vous parlez d'AMP, il ne faut pas parler que AMP. Il faut parler d'AMP for emails ou AMP emails. Et donc, AMP emails, en gros, la promesse, c'est permettre de créer en fait des emails dynamiques qui permettent des interactions dans l'email sans l'étiquette. Donc, on peut les catégoriser en fait selon trois familles, on va dire les plus importantes. C'est le fait de pouvoir créer des contenus dynamiques, donc ce qu'on appelle les dynamic contents. Et donc, en gros, on n'est plus sur le paradigme où on définit la personnalisation au moment de l'envoi et reste statique.
On est maintenant sur la personnalisation en live. Donc, en gros, on peut aller chercher de la donnée en live, on peut aller requêter des bases de données. En fait, c'est un contenu qui est vraiment dynamique dans le vrai sens du terme et qui est loadé au moment de l'ouverture de l'email. Donc, ça, c'est le premier gain. Deuxième gain, c'est Interactive Forms. Donc, en fait, on a maintenant la capacité, en plus de la release d'avril dernier pour les Interactive Emails sur la partie de formulaire, maintenant, on a des formulaires qui sont un peu plus développés, qui nous permettent de faire de la validation de données dans l'email. Rappelez-vous, en fait, la release d'avril, elle ne permet pas de le faire. Si on a une validation à faire, en fait, on va la faire dans une page bounce. Par exemple, si on rentre une donnée erronée ou peu importe la validation des données que le client y rentre, il va devoir refaire ça dans une page à part. Maintenant, avec un AMP email, en fait, toutes les validations des données, de la pertinence des données que le client y rentre, des formulaires, etc., c'est fait dans l'email. Donc ça, c'est un énorme gain en termes de parcours client, en termes de friction dans le parcours. Le troisième point, c'est le dynamic styling. Donc en fait, comme vous voyez ici, finalement, chose qu'on n'avait pas forcément avec l'interactive email qui a été introduit via Rebel, on peut styliser dynamiquement le contenu de notre email en se basant sur des actions. Donc, comme vous pouvez par exemple voir ici, je peux cliquer sur un onglet, ça me permet dynamiquement d'afficher un autre onglet et en fait, ça peut être vraiment des interactions, ça peut créer des interactions dans l'email d'une manière très, très, très dynamique. Donc ça, c'est un peu les grandes familles de l'AMP email et qu'est-ce que ça apporte globalement. Et donc, tout ça pour dire que dans cette release, l'annonce officielle, c'est qu'on a cette nouvelle fonctionnalité qui est disponible. Donc, aujourd'hui, on ne fait pas de démo, mais on va faire une démo en live une fois qu'elle sera disponible à partir du 1er mars. Donc, je vous incite à voir les événements qui vont arriver pour cette démo-là, parce que je pense qu'on va présenter des choses assez intéressantes. Et donc, finalement, cette release-là, elle va embarquer le fait de pouvoir créer de l'AMP, donc email. Alors, on a quelques questions intéressantes. Il y a un coût associé lié à l'intégration du template AMP dans Email Studio. C'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une expiration dans le temps, justement, alors, c'est pas, pour information, ça fonctionne pas exactement comme pour email interactive en termes de formulaire. Il y a un template, vous verrez, de type AMP qu'on peut sélectionner au moment de la création du template ou du mail. Et il y a une troisième question sur les limites, notamment d'affichage. Est-ce que AMP a certaines limites comme interactive email selon les webmails d'affichage? Alors, je vais prendre du coup question par question. Première question, c'est par rapport à la licence. Alors, de ma compréhension des choses, c'est intégré automatiquement dans la licence. Probablement que vous devrez payer avec des super messages. Donc, probablement qu'il y a plus de super messages à dépenser qu'un email classique. Mais de ma compréhension des choses, et Zach parle aussi ton contrôle, peut-être tu connais mieux que moi, il n'y a pas en fait, c'est une activation de la fonctionnalité qui sera sur votre org, disponible sur votre org. Et après, c'est du setup que vous aurez de votre côté. Mais il n'y a pas de coût additionnel, en tout cas, de ce que je sais. Ensuite, sur les limitations. Sur les limitations, très important, je pense que délai d'expiration, si je me rappelle bien, c'est 30 jours, je crois. 30 jours. Et en fait, donc au bout de 30 jours, alors je ne sais plus si c'est 30 jours ou 60 jours, il faut que je check, mais je pense que c'est les 30 jours. Pardon, Mahmoud? Ah, c'est bien 30 jours. Ok, très bien, merci. Donc 30 jours, et au bout de ces 30 jours, il y a un fallback mécanisme en fait, qui permet d'afficher un HTML. Donc ça, c'est important à savoir et on va le voir après. Il y a un fallback mécanisme qui permet d'afficher l'AMP, d'afficher le HTML par défaut. Le dernier point, c'était par rapport aux limitations. Les limitations, alors je n'ai aucune idée de toutes les limitations possibles imaginables. Ce que je sais, c'est que en fait, les limitations, c'est lié en fait, aux clients email. Donc ça, c'est très important. Les clients email qui gèrent l'AMP email sont limités aujourd'hui. Et on a
pour ça, Akram, c'est Gmail, mail.ru. Oui, on va les voir après. C'est Gmail, Yahoo et mail.ru. On vous a tout compilé. Maintenant, encore une fois, comme ce qu'on a déjà vu sur Email Interactif, tester et retester. C'est ça la guideline, parce qu'on peut jamais être clair, et aussi en fait parce que les guidelines en fait des clients email changent aussi. C'est-à-dire qu'en gros, leurs règles changent dans le temps. Donc ça, on n'a pas de, on va dire, de recommandations strictes là-dessus. Il faut tester et retester en tenant en considération ce qu'on va présenter après. Donc, j'espère avoir répondu aux 3 questions. Je vais passer au slide et après, n'hésitez pas à remettre des questions si vous en avez. Donc, je vous ai fait une petite compilation par rapport à mes différentes lectures et par rapport à ce qui est dans la réalité de ce que, enfin, qu'est-ce qui est supporté. Donc, les clients email qui sont supportés aujourd'hui, c'est Gmail, Yahoo, Mail RE. Donc, c'est à peu près, d'après une étude Litmus, c'est 30% des clients email sur le marché. Et en plus, comme vous pouvez savoir, vous pouvez ouvrir l'email dans un navigateur. Et donc, ça, c'est, j'ai vu Mahmoud mentionner ça ou quelqu'un d'autre mentionner ça dans le chat. Donc, ça, c'est important aussi à avoir en tête. C'est que c'est supporté par Google Chrome, Mozilla, et Apple et Opera. Donc, aujourd'hui, pour les afficher dans le client. Encore une fois, vous avez, si c'est pas supporté, vous avez un fallback qui est une version HTML statique, classique, comme d'habitude. Akram, une question qui revient souvent, c'est, je ne sais pas si tu comptais l'aborder, c'est quelle est ma stratégie email entre AMP, AMP, Interactive Email et un email classique? C'est une très bonne question. Alors, je vais l'adresser ici. Donc, il y a plusieurs contraintes à prendre en considération. Donc, l'AMP, il est supporté par des agents, par des clients email. D'accord ? Donc, déjà, pour pouvoir mettre en place cette technologie, on doit d'abord se poser la question, quel est notre retour sur investissement ? Et pour répondre à cette question, il faut comprendre, en gros, dans ma base de données, est-ce que j'ai suffisamment de clients qui supportent cette technologie pour pouvoir en fait dire que finalement, ça va m'apporter un incrément de valeur. Donc maintenant, vous pouvez me poser la question, en fait, sur la base de données, comment je peux définir ça. Donc, il y a un premier filtre, mais qui n'est pas recommandé. Donc, le premier filtre, c'est de voir les domaines que vous avez. Mais ça, c'est pas représentatif. Parce que si on regarde les domaines qu'on a, par exemple, gmail.com, yahoo.com, etc., moi, j'ai un gmail.com, mais j'ouvre mon Gmail avec le mail d'Apple, par exemple. Donc et je pense qu'il y a plusieurs clients qui font pareil. Donc, le but, pour pousser la réflexion plus loin, c'est d'utiliser des outils. Donc, alors, je pense que, par exemple, ReturnPass, ex-ReturnPass maintenant, Everest, ou des outils d'analytics de la délivrabilité, probablement qui donnent ce genre d'informations pour donner, en fait, sur quel client email vos clients ouvrent leurs emails, et donc vous avez des statistiques par rapport à ça. Ça pourrait être un très bon indicateur pour savoir est-ce que ça vaut le coup de mettre en place cette technologie ou pas, de par le fait d'avoir en fait les clients email, donc Gmail, Yahoo et mail.ru, donc s'ils sont bien dans ces listes-là et qui sont représentatifs. Le deuxième point à avoir en tête, c'est en gros le fait de mettre en place un email AMP, ça nécessite forcément de mettre en place un HTML aussi qui l'accompagne en tant que fallback. Donc, ça veut dire que votre coût d'investissement, il est double. C'est au-delà de mettre en place l'email, c'est aussi de mettre en place le HTML qui va avec. Donc ça pose la question du retour sur investissement. Et donc, probablement que les premiers use cases que vous devez mettre en place, c'est des use cases où vous êtes plus ou moins, on va dire, serein sur le retour sur investissement. Donc, par rapport à ce que vous dépensez, on va dire, en développement, est-ce que vous aurez la valeur qui en face pour justifier un investissement? La valeur aussi, bien évidemment, elle sera possible à évaluer quand vous aurez les statistiques sur vos clients qui supportent cette technologie. Et donc, en fait, c'est un travail d'analyse à faire. Le but, c'est pas de se dire, voilà, je vais mettre en place la technologie pour mettre en place la technologie, mais c'est de se dire aussi, c'est quoi mon coût versus mon retour sur investissement. Les expertises aussi. Donc, ça, c'est un point important d'avoir en tête que l'expertise AMP email, c'est différent de l'expertise email classique. Donc, ça nécessite des savoir-faire sur le SSJS, sur le JavaScript, donc server-side JavaScript et JavaScript classique,
sur le HTML, CSS bien évidemment, et aussi sur des spécificités AMP, donc des balises HTML, parce que c'est une norme qui est très, on va dire, très cadrée. Donc, ce n'est pas les balises qu'on utilise classiquement dans un site web, mais ça va être des balises vraiment spécifiques à cette technologie AMP. Donc, c'est ça les 3 points, on va dire, importants. Et j'espère que ça répond aussi à la question, Zach. Tu me dis si ça répond et si ouais. Juste en complément, je pense qu'il y a, comme le disait Akram, sur la dimension étude, on va dire, de rentabilité, je pense qu'il y a de manière assez primitive une étude sur les use cases qui sont disponibles un petit peu par défaut, typiquement, et je pense que ça pourra faire l'objet d'un événement user group, de savoir c'est quoi les use cases qui tournent sur de l'AMP email, notamment tout ce qui est appointment, tout ce qui est identifier le magasin plus proche, etc. Je pense qu'on a un certain nombre de use cases qui peuvent s'y prêter de manière assez native, et c'est ça aussi qui fera la différence entre l'utilisation d'un interactive email, d'un email classique avec de la personnalisation et de AMP for email, c'est de définir les use cases qui sont vraiment propres à cette technologie. Et je pense qu'on pourra identifier assez facilement certains use cases qui vont être assez spécifiques à cette technologie. Et donc, je pense que si vous avez des retours d'expérience sur AMP for email, nous, on est très preneurs de faire un événement dessus et de présenter ces use cases un petit peu clé en main. Donc, ce serait bien qu'on puisse avoir un petit Rex par la suite des premiers cas d'usage qui arriveront, sachant que je crois que la fonctionnalité est activée à partir du 1er mars, si je ne me trompe pas. Donc, on pourra prévoir ça autour de avril, je pense. Oui, et du coup, si j'ai juste à compléter par rapport aux use cases qui serait intéressant de mettre en place. En gros, comme ce qu'on a vu sur la slide ici, donc les use cases, en fait, on peut les mettre, on va dire, en 3 grandes familles. Ça peut être des use cases, par exemple, d'offres, donc qui sont plutôt, on va dire, qui sont liés au moment de l'ouverture. Et donc, par exemple, c'est des offres, par exemple, dynamiques qui sont affichées dans l'email et qui sont updatées en fonction des conditions de l'offre. Ça peut être des produits ainsi que le stock des produits qui seraient affichés dans l'email, par exemple, avec un catalogue dynamique de lookbook ou de produits ou peu importe. Ça peut être en fait des formulaires, donc comme l'a dit Julien, book an appointment, surtout quand on est en période de Covid, c'est des choses qui sont très demandées. Et ça peut être en fait du progressive profiling aussi. Donc, par exemple, sur vos clients, si vous voulez faire du progressive profiling, c'est un bon moyen d'avoir un formulaire dynamique qui vous permet dynamiquement de montrer les champs qu'on doit remplir pour compléter notre connaissance du client. Donc, il y a vraiment, le scope est vraiment, on va dire, large, et l'innovation autour de cette technologie peut être vraiment prometteuse. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on va revenir vers vous avec une session de démo, parce qu'on pense que c'est important de faire un focus sur cette technologie-là. Super. Akram, tu prends point ou je… Vas-y. Donc là, c'est juste une fonctionnalité, on va dire, une amélioration de Interactive Email. Donc avant, lorsqu'on voulait rajouter des hidden fields, des champs cachés, donc par exemple, des fois, on en a besoin de mettre l'adresse email comme champ caché. Des fois, on doit mettre la subscriber key comme champ caché pour que par la suite, on peut faire du binding avec le customer. Donc avant, en fait, ces champs-là, ils étaient aussi rajoutés comme paramètre de l'URL. Donc, vous savez, quand vous cliquez sur le bouton Submit dans un Interactive Email, ça va ouvrir une Cloud Page et toutes les valeurs du coup des réponses des clients, elles sont rajoutées dans l'URL en clair. Donc, ce n'est pas des données qui sont chiffrées. Et donc, on peut, par exemple, si on met l'adresse email comme un champ dans l'URL, ça peut poser problème pour certains clients d'un point de vue sécurité. Donc, avec cette feature-là, le fait de pouvoir complètement cacher ces champs, ces hidden fields de l'URL, ça permet d'améliorer la sécurité et donc c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Interactive Email. Donc concrètement, encore une fois, j'aime bien toujours donner l'aspect technique de la chose. Donc pour les plus techniques, on va dire que cette feature-là va reposer sur la fonction redirect URL. En fait, on va dire que ces champs cachés vont être encapsulés dans le token qui est passé entre un email et une cloud page. Et donc, ça permet de ne pas les passer en clair dans les paramètres de l'URL.
Un peu comme ce qui se fait avec l'ID Contact, c'est ça? Exact, c'est ça. Donc, c'est un peu ça va transiter dans le token qu'on retrouve dans une cloud page. Donc, dans une cloud page, on peut faire, par exemple, on peut récupérer le nom, le subscriber key, etc., etc. Bah, c'est de la même manière qu'on pourra récupérer ces champs cachés. On a une question de Elodie. En mettant les hidden fields dans les cloud pages, du coup, comme AMP, on pousse des profils plus techniques. Non, pas du tout. Donc, avec Interactive Email, on est vraiment sur une feature qui est très, très, très user-friendly et que les marketeurs peuvent utiliser facilement. Donc, c'est pas du tout technique. Donc, ça fonctionne out of the box. Surtout pour faire des use cases simples et moyens. Il n'y a pas du tout de développement à prévoir. Oui, même pour les hidden fields. Donc, oui, donc pour les hidden fields, effectivement, donc lorsqu'on va paramétrer le formulaire, il va falloir, par exemple, spécifier un peu de code pour renseigner l'email, par exemple. Du coup, Elodie, si tu peux peut-être prendre la parole et nous expliquer, peut-être je comprends mal la question, si c'est possible. OK. Donc, pour les hidden fields, effectivement, il faut mettre un peu de code dans le bloc email pour renseigner l'adresse email ou, par exemple, la subscriber key, mais ça reste très, très abordable pour une personne non technique. On est loin de AMP for Email où il faut complètement développer le bloc. Ici, comme vous le savez, Interactive Form, c'est du drag and click. On peut facilement paramétrer un formulaire. Ouais, alors sur ce sujet spécifiquement, on avait fait un workshop avec le club utilisateur où on avait justement utilisé cette fonctionnalité dans le cadre du use case. Donc, on avait partagé dans le club utilisateur à travers justement le deck avec les différentes étapes explicatives. Et puis, je crois qu'on avait aussi le recording qui allait avec. Donc, voilà, ça permet d'avoir un cas concret d'usage autour du… alors, c'était pas sur de l'interactive email, par contre, c'était juste sur un bouton call to action depuis un email vers une cloud page, mais le fonctionnement est sensiblement le même. OK, très bien. Akram, on peut du coup passer à la slide suivante. OK, donc Akram, tu veux ou Julien présenter? Alors juste en introduction, donc comme vous le savez, Datorama, donc c'est une solution de la suite Marketing Cloud qui historiquement est dissociée de Marketing Cloud. Ici, avec les Datorama Reports, en fait, on a des nouvelles capacités d'analyse de vos données email et journey intégrées dans Marketing Cloud avec une nouvelle feature qui s'appelle Datorama Reports, donc qui vous donne en fait la capacité. Ces trois principales fonctionnalités, des dashboards, des tables pivots que vous allez pouvoir exploiter pour un peu plus d'analyse approfondie autour de vos analytics. Et la troisième feature, je crois que c'était la capacité de personnaliser des… alors, ouais, il y avait les dashboards, les tables pivots, et je ne sais plus, il y avait un troisième point. Donc, en somme, c'est de l'analytics un petit peu clé en main, mais dont vous pouvez aussi aller un petit peu plus loin via ce module. Je ne sais pas si vous utilisez déjà, par exemple, des rapports comme Discover, donc des outils de reporting. En fait, aujourd'hui, le shift que fait Salesforce, c'est de transiter vers des outils, on va dire, qui sont un peu plus développés en termes de qu'est-ce qu'ils proposent en fonctionnalité et qui peuvent s'intégrer aussi à plusieurs sources de données. Donc, d'où le rachat de Datorama et de Tableau. Donc, la proposition de valeur aujourd'hui, c'est que Datorama, c'est vraiment autour du marketing. Tableau, c'est plutôt, on va dire, CRM entreprise. Et donc, c'est d'où le module CRM Tableau dans Salesforce Core et Datorama qui vient d'être intégré, du coup, pour le coup, sur la partie report. Ouais.
En somme, la Datorama Report, ça vous donne une meilleure visibilité cross-campagne de vos performances et de l'engagement de vos clients à travers justement un funnel autour de tout ce qui est ouverture, clic, etc. Et demain, on peut aussi imaginer une meilleure analyse autour des données de performance sur la conversion web. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir de l'analytics cross-campagne de manière agrégée sur des reportings un peu plus modernes et plus proches de ce que vous attendez en termes de reporting et d'analytics. Voilà, merci de l'avoir mentionné, Ariel. Justement, en fait, c'est ce qu'on disait. Donc, en fait, maintenant, l'outil, vraiment, il a pour vocation de remplacer tous les outils classiques de reporting qui n'étaient pas forcément, on va dire, qui ne suivaient pas forcément le cours de l'évolution des outils de reporting. Et donc, effectivement, il y a un switch à faire entre les outils classiques Discover et Datorama. Ouais, donc juste pour bien préciser le point, puisqu'on parle de Discover, Datorama Report va être activé en rollout, puisqu'il y a énormément de gens qui vont être provisionnés. Si vous voulez, comme le dit à juste titre Aline, demandez à votre Success Manager Salesforce pour avoir la fonctionnalité plus tôt, parce que dans le cadre du rollout, en fait, la fonctionnalité sera mise à disposition à tous les clients corporate et enterprise qui ont Discover. La fonctionnalité Discover qui, on le rappelle, est un SKU payant, hein, il n'est pas forcément intégré nativement sur les corporate et les enterprise editions. Donc, demandez, si vous avez Discover, à activer la fonctionnalité pour faire partie des premiers à en bénéficier. Là-dessus, ce qui manque juste par rapport à Discover, c'est les graphiques. Il y en avait sur Discover et là, j'ai pas l'impression qu'ils en proposent sur les Datorama Report. Alors, il y a des graphiques, notamment sur des… Après, ça va… Je crois qu'il y a 2 ou 3 niveaux de graphiques, mais ce sera, je pense, un petit peu standard sur les typologies de graphiques proposées par défaut. Et après, sur les tables pivots, je ne sais pas si on peut générer des graphiques au-dessus. Ça, j'ai pas encore le… Par rapport à ça, je pense que c'est important de se rapprocher du Success Manager pour vérifier déjà dans l'usage actuel de Discover, est-ce que la transition vers Datorama est intéressante ou pas à l'heure actuelle. Et il est intéressant aussi de voir avec le Success Manager l'évolution en tout cas, peut-être la roadmap à court terme de Datorama Reports pour un peu combler le gap avec Discover actuel. Donc ça, c'est une discussion à avoir avec le Success Manager, je pense. Et là, c'est une vidéo juste pour vous montrer, vu qu'on ne peut pas vous montrer, on va dire, une démo live de la feature. On a repris la vidéo officielle de Salesforce là-dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, Akram, tu peux… Donc, il n'y a pas de son, Akram? Tu m'entends? Oui, du coup, en fait, juste, il y a un son sur la vidéo, si tu peux augmenter le volume. Ouais, on entend… Vous entendez pas là? Très, très faiblement. Très faible, voilà, si tu peux. Ouais. Là, c'est bon? Là, c'est bon? Ça va, c'est pas grave. Pardon. Hop, allez, on recommence. Ouais, on n'entend pas le son là, c'est trop bas. Ah, mais je pense que c'est pas grave, on essaiera d'avoir pour une prochaine session une démo. Ouais. On partagera les liens des vidéos de toute façon avec la présentation, donc vous pourrez voir les petites démos en vidéo avec le recording. Ouais. On switch sur la partie mobile? Yes, donc moi je peux présenter ça rapidement. Donc ça concerne donc c'est un peu technique encore une fois. Donc ça concerne l'API transactionnelle, la nouvelle API transactionnelle de Marketing Cloud. Donc il vous permet à la fois d'envoyer des emails ou des SMS transactionnels sur une nouvelle infrastructure dédiée qui permet une délivrance des emails et des SMS en quelques secondes versus quelques minutes pour le legacy. Et en plus, on a ce qu'on appelle le ENS, donc le Event Notification System, qui vous permet et qui permet à des outils externes, à des systèmes externes, de recevoir en temps réel
des notifications de délivrabilité des emails et du SMS. Et donc, la feature de cette release, donc, c'est en fait de récupérer les statuts en temps réel de la délivrabilité des SMS. Et donc, maintenant, on peut s'abonner en temps réel et récupérer lorsque le SMS il est lancé, lorsqu'il est délivré, et aussi lorsqu'il a le statut transient, qui veut dire en gros en transit. Et donc, on a à peu près tous les statuts intermédiaires pour être, on va dire, hyper clair sur la délivrabilité des SMS. Et donc, moi, je vous invite vraiment très fortement à vous intéresser à cette nouvelle API. C'est un peu le futur de Marketing Cloud d'un point de vue transactionnel et elle permet vraiment des prouesses en termes de rapidité, de délivrabilité. Donc, intéressez-vous à ça. C'est surtout si vous êtes des utilisateurs des Triggered Send et du Legacy. À mon avis, il est temps de migrer vers cette nouvelle API. Elle offre des fonctionnalités hyper intéressantes. Et rien que le fait de pouvoir paramétrer aujourd'hui des envois transactionnels depuis Journey Builder, c'est déjà une avancée par rapport au Triggered Send qu'on a avec l'ancienne interface d'ExactTarget dans Email Studio. Donc, voilà, moi, je vous invite à vous intéresser à ça. C'est la trajectoire. C'est le futur de Marketing Cloud. Donc c'est vraiment l'optimisation de la performance et aussi en termes de cohérence, parce que on l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais aujourd'hui, la stratégie de Salesforce, c'est de migrer vraiment toutes les interactions autour du client dans Journey Builder, d'où le fait des single send journeys, des multi-step journeys et aussi des transactional journeys qui vont être étoffés au fur et à mesure. Donc, on a eu les emails, on a eu les SMS. Je crois que probablement, il y aura d'autres canaux comme le push notif, si c'est pas déjà le cas. Mais en tout cas, voilà, le but, c'est vraiment de centraliser tout ce process d'engagement avec les clients. Et là, pour le coup, l'API, ça permet juste d'ajouter un niveau de performance additionnel et de simplicité pour la gestion de ces appels, pour que votre client, par exemple, s'il ne reçoit pas le message, puissiez l'adresser autrement pour rattraper, on va dire, le coût pour les communications transactionnelles qui sont importantes pour le temps réel, quoi. Exactement. Alors, donc WhatsApp. Akram, je pense que toi, tu peux nous en parler. Oui, alors, moi, je vais parler de mon expérience personnelle avec WhatsApp dans le cadre de Salesforce. Donc ouais, pour information, pour ceux qui ne savent pas, en fait, globalement, on peut se dire qu'il y a trois manières d'utiliser WhatsApp. Il y avait trois manières, il y a maintenant trois manières d'utiliser WhatsApp dans Salesforce. Première chose, c'est utiliser donc la fonctionnalité qui vient d'être, on va dire, activée, et donc d'utiliser l'intégration native de WhatsApp avec Sinch, donc dans Salesforce. Deuxième façon de faire, c'est de solliciter un provider externe, et probablement qu'il peut y avoir des raisons pour solliciter des providers externes qui ont déjà des intégrations avec Salesforce Marketing Cloud et avec Journey Builder. Et troisième option, il y a aussi un outil, pour ceux qui ne le savent pas, qui s'appelle Digital Engagement, qui est dans la suite Service Cloud, ou Sales Cloud, donc Salesforce Core, et qui permet aussi d'envoyer des messages WhatsApp via le service client. Donc, en fait, le choix entre ces trois va être évalué en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, typiquement, nous, notre expérience personnelle au sein de mon employeur, c'est qu'on a piloté un projet où il fallait créer une cohérence, donc 360 entre les différents touchpoints du client. Je m'explique. Donc, le client, il peut interagir avec le service client, il peut interagir avec la marque, il peut revenir et switcher entre les deux. Donc, c'était très important pour nous de créer les interactions autour d'un même channel, de telle manière à ce que nous, marketeurs, on puisse engager avec le client. Et si le client a une quelconque question, il peut interagir dans le canal. Donc, pareil, il reste sur le même canal et que le service client puisse avoir tout l'historique et puisse répondre avec pertinence sans intégration, sans quoi que ce soit. Donc, vraiment créer cette cohérence cross-canal. Donc, pour ça, on a utilisé Digital Engagement, qui n'a rien à voir avec cette fonctionnalité pour le coup, mais on a fait une sorte de déviation pour assurer ce type de use case. WhatsApp, l'intégration actuelle qui vient d'être activée, ou qui va être activée, donc ça vous apporte le fait de pouvoir engager avec le client d'une manière directe, pas forcément d'avoir un canal avec les services clients. Donc ça, c'est un point très important à garder en tête.
Mais même si, donc pour le coup, ça vous permet d'engager en outbound, ce qu'on appelle outbound, avec le client. Probablement qu'il y ait des fonctionnalités inbound, je ne suis pas au courant, mais plutôt driver. Il y a des fonctionnalités, donc il y a du transactionnel pour gérer l'outbound, il y a aussi du conversationnel pour gérer une conversation avec WhatsApp. Un peu comme je vais être un peu plus extrême que ça, c'est qu'en fait, le nouveau canal WhatsApp là, de cette release est uniquement transactionnel. Puisqu'en fait, vous verrez que lorsque vous activez un compte, un channel et un message, les messages doivent être validés au même titre que les comptes et les channels que vous créerez par justement les équipes de l'éditeur. Et en fait, les messages que vous créerez seront uniquement transactionnels pour éviter justement toute communication commerciale. Donc ça, c'est un premier point. Là-dessus, je peux donner un Rex là-dessus. En fait, c'est très important de comprendre la philosophie de WhatsApp. La philosophie de WhatsApp, enfin, pour le comprendre, c'est assez, on va dire, ils ont pas mal de règles strictes. Nous, on a eu des calls avec les US, donc le product manager WhatsApp aux US, qui nous a bien expliqué les règles de c'est quoi leur philosophie. Et donc, en fait, leur philosophie, c'est on fait en sorte que le client, il a ce qu'il demande. Donc, c'est vraiment orienté serviciel. Et WhatsApp ne veut aucunement avoir des communications qui sont de type newsletter, donc en outbound et en mass messaging. C'est plutôt du serviciel. Et donc, c'est pour ça que c'est important de créer des services autour de ce canal-là, de telle manière à ce que c'est les clients qui s'obtinent à votre service. Et là, vous pouvez lui poster des contenus par rapport à ce service. Donc, comme l'a dit Julien, en fait, vous aurez à valider des templates. Et donc, ces templates-là, ils seront liés au service que vous proposez. Donc, WhatsApp peut rejeter ou approuver vos templates. Et d'ailleurs, dans les templates, il faut savoir qu'on a différents types de templates sur WhatsApp. Je ne pense pas qu'ils sont tous supportés aujourd'hui par cette intégration. Il y a texte, image, il y a même de la géolocalisation, il y a énormément de types de templates qui peuvent sur WhatsApp. Juste pour compléter, répondre à une question et compléter un peu la discussion, je fais une parenthèse, mais sur la partie opt-in, typiquement, en fait, quand on va parler d'omnicanalité dans le marketing aujourd'hui, en fait, on a tendance à mélanger un peu les sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'omnicanalité, elle est surtout sur du transactionnel, parce que nécessairement, si vous commencez à adapter toutes vos campagnes promotionnelles en multicanal, typiquement sur du SMS, sur du promotionnel, c'est un peu compliqué. Donc, la première version de l'omnicanalité, elle est surtout sur du transactionnel. Et donc, imaginez que demain, vous proposez à vos clients le meilleur canal sur lequel ils souhaitent recevoir vos communications transactionnelles. En fait, ça se fait assez simplement, directement depuis un centre de préférence, où vous pouvez leur donner la possibilité de recevoir les confirmations par email, SMS, demain sur du WhatsApp, par exemple, et vous pouvez décliner comme ça sur l'ensemble des canaux disponibles. C'est une bonne première version, justement, qui ne nécessite pas d'opt-in, puisque c'est seulement un choix de préférence de canal en fonction, justement, de ceux que vous aurez activés sur votre plateforme. Donc, pas d'opt-in nécessaire pour des communications transactionnelles. Après, si vous voulez décliner des contenus promotionnels avec opt-in, dans ce cas-là, ce sera possible de par ailleurs, mais ça ne passera pas par du WhatsApp, du moins pas sur un format natif. Alors, c'est important de mentionner un truc, Julien, je vais bien d'en parler, pour qu'on soit tous clairs sur cette partie opt-in, parce que j'ai eu énormément de débats avec les product managers, parce que ça, c'est quelque chose vraiment qui est important pour eux. Pour information, avant, ils étaient très stricts sur l'opt-in parce qu'il fallait respecter une sorte de nomenclature avec une interface et l'opt-in, il doit être spécifique à WhatsApp. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas, par exemple, si je crée mon compte, je ne peux pas avoir opt-in WhatsApp. Je parle d'avant. Jusqu'à juillet 2020, donc assez récemment, ils ont mis un update sur cette politique d'opt-in. Et donc, maintenant, la guideline, c'est vous pouvez avoir un opt-in sur vos propres touchpoints sans respecter forcément les guidelines qu'on proposait avant, donc avec un logo, avec le numéro de téléphone, etc. Donc, je passe les détails. Mais en gros, aujourd'hui, il faut avoir un opt-in par service. Encore une fois, je le dis et je le précise, même si votre service est très transactionnel, il faut que vous ayez un opt-in qui soit clair. Vous ne pouvez pas avoir un opt-in global. Ça pour WhatsApp, même si bien sûr, ils ne vont pas vous bloquer, mais si jamais ils font un audit ou peu importe, vous ne pouvez pas avoir un opt-in, juste j'opt-in aux communications WhatsApp. Il faut avoir un opt-in qui est clair, c'est-à-dire opt-in aux communications WhatsApp pour recevoir des updates d'ordre ou pour recevoir ça et ça, donc les services que vous avez proposés.
par ailleurs, en fait, WhatsApp, il préconise aussi d'avoir un opt-in par service. C'est-à-dire, on n'a pas un opt-in global qui dit je veux recevoir ça et ça, mais plutôt des opt-in qui sont distribués en fonction de là où vous proposez le service. Et donc, le client, il peut demander à la demande des opt-in par service. Et donc, ça pose une question par rapport même au contenu promotionnel. Par exemple, vous pouvez très bien imaginer, je veux être mis au courant à chaque fois qu'un événement à côté de chez moi est organisé pour cette marque, par exemple. Et donc, je peux m'abonner à cet opt-in-là, et donc je peux, par conséquent, recevoir des updates sur ces événements-là. Chose qui ne sera complètement pas possible si je ne fais pas la demande de ce service-là. Donc, parce que vous pouvez envoyer le message. Techniquement, WhatsApp ne vous bloque pas, mais si jamais il y a les clients reportent votre message et le bloquent, parce qu'ils ont la possibilité de le faire, vous risquez de vous faire désactiver le template message. Donc, ça, c'est le premier risque. Et si ça passe vraiment, ça va très loin, vous risquez de vous faire bannir du canal. Ouais. Donc, c'est après, bon, on peut généraliser ce que tu as dit sur les bonnes pratiques de RGPD, sur les opt-in par type de canal de communication. Donc, ça reste une bonne pratique pour plus vous serez précis dans les typologies de campagnes que vous proposez, promotionnel, événements privés, réception de vouchers, etc. C'est vrai que le plus vous êtes précis, mieux ce sera effectivement en termes de GDPR compliance, mais aussi de satisfaction client, puisque vos clients ou prospects pourront recevoir des communications adaptées à ce qu'ils souhaitent réellement recevoir. Ça, c'est des bonnes pratiques. Et juste du coup, pour compléter, moi j'ai du coup 2 infos sur les types de messages qu'on peut avoir dans WhatsApp. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle le template messages, et donc c'est du transactionnel, et dedans on peut avoir des use cases comme shipment, notification, order confirmation, etc. Mais on a aussi ce qu'on appelle des session messages. En fait, c'est des conversations, c'est de l'inbound, donc c'est des user-initiated conversations. Et en fait, vous pouvez, avec Marketing Cloud et depuis Journey Builder, en fait, répondre de l'inbound envoyé par vos clients. Donc, on peut imaginer un message envoyé, un keyword de type help, ou bien info, ou bien autre. Et donc, avec Journey Builder, vous avez la capacité de répondre à ces inbound. Et donc, moi, je vous invite d'aller sur Journey Builder. Vous verrez que maintenant, il y a un nouveau entry event qui s'appelle Inbound Chat, qui correspond à WhatsApp. Donc, en entrée d'un parcours, on a un message inbound qui arrive du client. Et aussi, je vous invite d'aller regarder au niveau des waits dans les activités de Journey Builder. Vous verrez qu'aujourd'hui, maintenant, on a un wait until response. Donc, c'est en attente d'une réponse d'un client sur le canal WhatsApp. Donc bien sûr, transactionnel, mais on a aussi tout ce qui est conversationnel, un peu comme ce qu'on retrouve sur Line. Donc, pour les connaisseurs de la plateforme Line, c'est exactement la même chose. Ouais. En somme, ce que fait cette nouvelle entry event lié à WhatsApp, en fait, c'est qu'il va écouter suite à l'envoi d'un message, par exemple transactionnel, que vous avez préparé. Il va écouter il va attendre qu'il y ait un retour du client qui va répondre justement suite à l'envoi de ce message transactionnel. Et en fait, sur la base de mots-clés qui vont être préparés justement dans un split, dans la journée, en fait, on va reconnaître certains mots-clés, on va pouvoir personnaliser l'envoi d'autres messages outbound comme sur un decision split finalement, sur la base justement de messages préparés. Donc, on peut écouter des messages qui sont liés à des mots-clés spécifiques et dire j'envoie ce message ou ce message en fonction de ce mot-clé ou ce mot-clé qui va nous être répondu. Sinon, on peut mettre en erreur au bout d'un certain temps de non-réponse, ou alors dire il y a pas de mot-clé qui convient et je passe dans une autre branche. En tout cas, il y a cette capacité d'interagir avec le client de manière automatisée, non seulement en attendant qu'il nous réponde et en envoyant un message par défaut, ou alors spécifiquement à des mots-clés, un peu comme sur un chatbot finalement, on peut préparer des conversationnels automatisés via Journey Builder. Juste pour terminer avec une nuance sur ce canal là-dessus. Donc, comme l'a dit Zach, il y a 2 typologies. Il y a ce qu'on appelle les outbound messages. Donc, en fait, on envoie un message à des clients qui sont optimisés. Il y a aussi ce qu'on appelle les session messages. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi les 24-hour window. Et en gros, ce qui veut dire que chaque client, au moment où il interagit avec vous, donc quand le client il interagit, ça ouvre une fenêtre de 24 heures. Sur cette fenêtre de 24 heures, même si on vous a dit initialement que vous pouvez envoyer que des messages serviciels transactionnels,
24 heures, vous pouvez faire en fait tout ce que vous voulez. Enfin, bien sûr, apprendre avec modération, mais en gros, si vous voulez vraiment vendre avec ce canal-là, du upsell ou du cross-sell, par exemple. Le paradigme là où il faut aller, c'est de tenter de créer une interaction avec le client pour ouvrir cette fenêtre de 24 heures. Et là, vous pouvez rebondir là-dessus pour envoyer des messages promotionnels, etc. WhatsApp ne va pas vous bloquer. Au-delà de ça, c'est aussi le cost. Pour l'optimisation de coûts, alors je ne sais pas le modèle économique de Salesforce, mais en tout cas, je connais le modèle économique de WhatsApp là-dessus. Quand on est sur une fenêtre 24 heures, on n'a pas de coût. D'accord? Bien sûr, on a le coût des licences, mais on n'a pas le coût du message. Or, quand on envoie le outbound message, on a un coût associé. Donc ça, c'est un point important à prendre en considération en termes d'optimisation de coûts. Donc, c'est plus profitable pour vous, d'un point de vue commercial, d'ouvrir une fenêtre de 24 heures parce que ça vous permet du promotionnel et en même temps, un coût minimal. Alors, il y a une question sur est-ce qu'il est possible de récupérer des données de tracking, des data views liées à WhatsApp? J'ai répondu, donc la réponse c'est qu'on a un tracking extract. Donc, depuis Automation Studio, on ira déposer un petit fichier sympa des tracking. Donc, non, pas de data view, donc pas par requête SQL, mais un petit fichier déposé qu'on pourra éventuellement réuploader dans une table dans Marketing Cloud. Alors, c'est vraiment parce que sur Blablacar, en fait, eux, ils t'envoient un premier message sur WhatsApp et quelques secondes après, si tu n'ouvres pas le message, ils t'envoient un SMS pour te donner tout le code. Donc, il y a vraiment un tracking qu'ils ont pour voir si tu as ouvert, si le message est vraiment delivered de ton côté avant de pouvoir. C'est dommage que sur Journey Builder, on n'est pas l'engagement. D'accord, oui. Ok, donc c'est dans ce sens-là. Donc, pour faire des use cases d'engagement split, ouais. Ça dépend de ta fenêtre. Si c'est 24 heures plus tard ou 48 heures plus tard que tu relances sur un SMS, tu peux le tracking extract et le réuploader dans Marketing Cloud, faire un decision split. Enfin, à voir, mais en tout cas. Avec le wait until, je crois que tu as une branche qui attend une période d'expiration et s'il n'a pas répondu sur un certain temps, tu peux du coup. Alors par contre, c'est pas sur de la délivrabilité, c'est plutôt sur de la réponse. Peut-être que pendant une démo, je ne sais pas si tu auras accès à. J'ai essayé d'avoir accès, j'ai pas pu, mais je vais essayer pour les prochaines fois. Je pense que le canal, il est intéressant. Il faudrait qu'on creuse un peu. Démo live. Tous ces canaux exotiques, WhatsApp, éventuellement Line et autres. Ça peut être intéressant. Ouais. Tout à fait. Et juste pour terminer, parce que je l'ai pas mentionné, c'est important en fait d'offrir un mécanisme de fallback, ce qu'appelle, de handover, ce qu'appelle WhatsApp le handover. En fait, c'est en gros, quand vous envoyez un message, c'est très, très, très important d'avoir forcément un mécanisme humain derrière. D'accord? C'est-à-dire, en gros, nous, par exemple, c'est les services clients qui peut interagir dans le canal. Mais si vous n'avez pas cette possibilité, et par exemple, avec cette interaction, vous n'aurez probablement pas cette possibilité, il faut mentionner forcément le numéro du service client à la fin de votre message. Parce que en fait, ça nécessite ça permet d'enlever toute frustration du client qui ne peut pas interagir avec vous, avec un numéro suite à un incident ou peu importe. Ouais. Bon, ce qu'on aura retenu, c'est qu'il y a une forte, il y a pas mal de questions sur AMP, sur WhatsApp et sur Datorama Report. Donc, je pense qu'on prévoira des événements dédiés afin de vous montrer comment ça fonctionne en pratique. Donc, là-dessus, on note en tout cas. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions WhatsApp. On est là pour y répondre. Je pense que Zach tu avais prévu une vidéo. Ouais, ça reste quand même juste une vidéo de YouTube, donc je pense qu'on peut passer, vu qu'il nous reste que 20 minutes. Et voilà, je prends le point pour essayer de creuser ce canal là prochainement dans les prochaines semaines. Ouais, alors juste, Zach, je ne sais pas si tu as creusé le point sur les typologies de messages. En gros, c'est ce que je vous disais, donc il y a du texte en ligne. Ah, oui. Moi, en fait, je peux partager ça. Donc, oui, Akram, je te laisse peut-être expliquer. En fait, il y a différentes typologies de messages. Vous pouvez envoyer du texte en ligne, vous pouvez envoyer du texte avec une image, vous pouvez envoyer du texte avec une localisation ou, par exemple, de delivery
delivery, il y a énormément de types de messages. Et vous pouvez envoyer du texte avec un attachment, donc un PDF par exemple. Je suis presque sûr que cette intégration ne supporte pas tous ces types. Donc, il faudrait juste qu'on creuse un petit peu pour savoir exactement les typologies de messages que ça supporte. Parce que c'est important pour gérer les attentes aussi de vos clients ou si vous êtes un client et de ne pas vous projeter sur des choses qui ne sont pas faisables pour le moment. Ouais. Alors, c'est marrant parce que la partie promotionnelle, ils l'ont intégrée en transactionnel. Donc, ouais, donc voilà, donc ça c'est les. Je vais juste switcher sur la partie WhatsApp. Donc là, on voit qu'il y aura une nouvelle activité donc, qui va arriver. Et donc, cette activité, ça permet en fait, comme Line, de créer un message WhatsApp, donc classique. D'ailleurs, ça, c'est les types de messages dont je vous parlais. Donc, vous voyez ici, le type de ce message, c'est un message texte. Ouais. Je ne sais pas s'ils vont montrer la picklist des typologies de messages, mais en tout cas, voilà. Ça, c'est excuse-moi, Akram, je rebondis juste sur un point, c'est que pour accéder à cette interface, il faut passer par une App Exchange dans Marketing Cloud pour installer justement l'app de WhatsApp via Cinch. Oui, mais on ne peut pas l'installer si on n'a pas le SKU. Donc, ouais. Faut d'abord acheter avant de l'installer. Ouais, parce qu'en fait, pourquoi? Parce que ça nécessite, il y a pas mal de prérequis pour information. Derrière, en fait, ça nécessite que vous créez votre propre compte WhatsApp de votre marque ou de votre client. Et donc, voilà, donc c'est un prérequis pour pouvoir commencer à interagir. Pour info, pour être un peu plus précis aussi, pour compléter, c'est qu'en fait la création du compte doit être créée de votre part. Vous devez aussi créer un channel qui peut prendre 2-3 jours pour être validé. Et il y a aussi la validation du message qui peut aussi prendre 2-3 jours. Du coup, en fait, entre la création, votre compte, une fois qu'il est créé ou le channel c'est fait, par contre, entre le moment où ça peut prendre du temps d'activer déjà la fonctionnalité et ensuite au quotidien de créer et valider un message. C'est pas du très temps réel. Il y a toujours quelques jours de validation. Voilà. Donc, faut prendre ça en compte aussi. Ok. Vas-y, Akram. Alors, sur en fait, il y a de nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur donc, encore une fois, sur Einstein. Je pense que on aura l'occasion de se pencher un peu dessus, on va dire en détail. Très rapidement, Akram, ici, c'est juste qu'aujourd'hui, en fait, avant, on a eu surtout pendant l'année 2019-2020 un boom des features d'Einstein qui sont arrivées une après l'autre avec des features qui n'ont pas cessé d'avoir de plus en plus de fonctionnalités, etc. Maintenant, en fait, ce qu'on a, c'est une page d'accueil qui s'appelle le Learning Center d'Einstein et qui vous permet, en fait, et qui permet surtout aux clients qui n'ont pas encore activé les fonctionnalités d'Einstein d'être onboardés. En fait, c'est en quelque sorte une page d'accueil. C'est ça, c'est un peu comme Trailhead exactement, qui vous donne certains KPI, qui vous explique comment vous pourrez tirer profit des fonctionnalités et un peu vous expliquer aussi comment il fonctionne. Donc, expliquer ce que c'est que l'engagement scoring, le engagement frequency, etc., etc. Donc, aujourd'hui, lorsque vous irez sur Einstein, vous allez tomber sur cette page d'accueil. Et moi, je vous invite à la lire, parce que ça vous permettra, en fait, de mieux tirer profit d'Einstein. Donc, ça vous expliquera, par exemple, que vous pouvez, sur Journey Builder, utiliser des activités de engagement frequency, de scoring, etc., etc. Donc, je pense que c'est uniquement ça. OK, donc Akram ou Julien, si vous voulez compléter. Non, alors je ne me suis pas forcément penché sur cette partie-là, hein, donc je pense que… Moi, c'est surtout des améliorations des services autour de Einstein là, sur la release de janvier. J'ai pas vu à part là la nouvelle interface d'onboarding, j'ai pas vu de grosses nouveautés. C'est surtout des improvements, des améliorations. C'est de l'amélioration des graphes, si je comprends bien. Donc, ça fera plaisir au profil un peu data science, un peu analytics. Voilà. Donc,
Désolé, on passe rapidement parce que aussi pour le temps qui nous reste. Donc là, c'est une amélioration de la fonctionnalité Einstein Content Selection, donc aussi qui est vraiment hyper intéressante, mais que je ne connais pas trop de clients qui l'utilisent. Et donc, en fait, ça vous permet de l'hyper-personnalisation. Donc, aujourd'hui, vous pouvez faire de l'AmpScript, de personnaliser du texte, faire du dynamic content, etc. Mais avec Einstein Content Selection, ça vous permet en fait de dynamiquement changer votre header, votre footer, des blocs de contenu, gérer le multilangue. Donc, il y a pas mal on va dire, de fonctionnalités de cet outil-là. Et ça serait aussi intéressant parce qu'avec Akram, souvent, on avait présenté les autres outils d'Einstein, mais on n'a pas eu l'occasion de présenter celui-ci. Ouais. Ça peut être intéressant de le faire cette année. Ouais, je pense que c'est pas utilisé parce que en fait, les clients ont peut-être peur du fait on va dire, de l'arbitraire ou des contenus, etc. Mais si on arrive à faire la démo et à expliquer en gros. Il faut qu'on démystifie un peu la fonctionnalité parce que ça reste un scope maîtrisé en fait. Donc il n'y a pas de crainte à par exemple dévier de votre guideline d'image ou quoi que ce soit. Ouais, et alors je confirme, hein, je pense que les dernières mises à jour, notamment là, du tableau d'overview d'Einstein, va dans ce sens-là, c'est que les fonctionnalités Einstein for Marketing sont pas suffisamment exploitées par les utilisateurs Marketing Cloud. Et du coup, même si on est sur des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont rendues clés en main avec des fonctionnalités simples à mettre en œuvre en pratique, ça reste quand même sous-exploité par rapport au potentiel que ça vous apporterait au quotidien. Donc, je pense qu'il y a cette volonté de vulgariser un petit peu et de simplifier l'usage de l'AI autour des différents modules chez Salesforce. Et donc, sur Marketing Cloud, il y a vraiment une simplification de l'intelligence artificielle appliquée pour le marketing. Donc, nous, notre rôle, ça va être aussi de vous aider à passer le cap de l'utilisation de ces différents modules. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont lancé aussi le dashboard pour dire, voilà, vous avez peut-être, c'est un module qui va aussi vous aider à vous faire prendre conscience que vous avez accès à certaines fonctionnalités et que vous ne les utilisez pas forcément. Okay. Alors ça, c'est sur les tags d'Einstein. Peut-être que tu peux dire quelques mots là-dessus. Non, honnêtement. Pour information, pour ceux qui ne connaissent pas la fonctionnalité, en fait, Einstein, c'est une fonctionnalité qui commence à dater maintenant. Et en gros, donc Einstein, ils ont sorti un moyen de taguer d'une manière, on va dire, plutôt smart, les contenus. C'est Einstein qui s'occupe de taguer les contenus, on va dire, en fonction de leur pertinence. Et je pense que avant c'était uniquement par rapport aux images, on va dire, en anglais, quoi. Et donc là, ils ont un peu étendu peut-être le scope de la fonctionnalité pour qu'elle soit beaucoup plus, qu'elle gère beaucoup plus de langues. Alors, je n'ai pas plus d'infos que ça sur la partie automate des safe. Il faudrait qu'on le présente aussi prochainement. Ouais. Ou sinon, ouais, en fait, pour moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut peut-être une session Einstein, au-delà de la release note, mais peut-être remettre en perspective toutes les fonctionnalités. Ouais. Encore une fois, remettre une couche et démystifier en gros ce module qui est assez intéressant. Peut-être la démo WhatsApp et faire un focus WhatsApp sur ce sujet-là, un focus AMP emails et un focus reporting data. Julien, on peut déjà les planifier, tu sais. Ouais, je pense qu'il faut les planifier assez rapidement et après, il faut qu'on définisse si on fait, comme c'est des gros sujets, à mon avis, peut-être qu'on fera plusieurs événements plutôt qu'un événement qui mutualise tous les sujets parce que ça reste des sujets qui restent quand même très intéressants. Donc, je pense qu'on peut faire un event par sujet. Ouais, et du coup, parmi les personnes connectées, si vous connaissez déjà ces outils-là, si vous avez eu l'occasion de faire de l'AMP, si vous avez aussi eu la chance d'utiliser Einstein Content Selection, Content Tagging, etc., n'hésitez pas à nous le dire. On veut bien que ça soit collaboratif, que vous puissiez aussi donner votre retour d'expérience. Donc, nous, on est content de pouvoir collaborer avec vous. On fera les slides ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Alors,
Si vous vous rappelez bien, quand on a présenté les fonctionnalités Einstein, on vous a dit que, et on vous a dit aussi au début de cette session, c'est que la stratégie de Salesforce, c'est vraiment de tendre vers l'utilisation massive de Journey Builder, et notamment pour les envois ad hoc. Donc, avant, les envois ad hoc, c'était principalement, et c'est toujours fait d'ailleurs, via Email Studio, via Mobile Connect, via Group Connect, etc. Aujourd'hui, c'est plutôt en fait une tendance vers Journey Builder, et donc d'où les single send journeys. Et donc, pour pouvoir garder une simplicité sur ces envois, c'est pour ça qu'on a créé ce typologie de journey, mais on l'étoffe avec les fonctionnalités qui sont aujourd'hui disponibles que sur les multi-step journey. Donc, en l'occurrence, le Einstein STO, l'Einstein Frequency qui vient du coup d'être ajouté sur cette typologie de journey pour permettre aux utilisateurs, on va dire un peu basiques de la plateforme, d'avoir une simplicité d'utilisation tout en profitant des fonctionnalités intéressantes comme Einstein. Ok, Akram, je pense, ou Julien, ça c'est une nouvelle feature hyper intéressante. Donc aujourd'hui, vous pouvez simplement connecter Marketing Cloud avec votre Google Analytics free, donc le gratuit, pas GA360. Et ça vous permet du coup d'avoir du tracking de Google out of the box. Donc tous les UTM fonctionnent dans Journey Builder et qui sont ajoutés automatiquement dans vos emails. Alors, à faire la différence entre l'intégration, le connecteur GA360 qui permet d'activer des audiences basées sur des et l'analytics gratuitement. Donc, l'analytics, en fait, c'est dans le sens Journey Builder vers Google Analytics et non pas GA360 qui permet de déclencher des use cases de behavioral sur Marketing Cloud. Mais uniquement pour le tracking, vous pouvez le faire gratuitement en l'intégrant en fait l'interface setup de Marketing Cloud, et c'est aussi simple que échanger les accès des logins mots de passe entre les deux plateformes. Donc n'hésitez pas à le faire, vous verrez, en tout cas ça va améliorer vos dashboards. Alors attention, hein, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec l'intégration GA, avec Marketing Cloud, les fonctionnalités payantes restent payantes. Hein. On distingue bien cette nouvelle intégration sur des fonctionnalités gratuites pour tous les users Marketing Cloud, qui va devenir out of the box, donc standard. Mais les fonctionnalités qui historiquement étaient payantes restent payantes. Donc voilà, il y aura deux niveaux, un niveau gratuit accessible à tous par défaut et un niveau payant. Voilà, donc rapprochez-vous de votre compte exécutif le cas échéant pour avoir toutes les fonctionnalités. Et puis, merci beaucoup. On peut prendre les 10 minutes restantes pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. En tout cas, on serait ravis d'avoir vos feedbacks déjà sur cette release dans un premier temps et ce que vous souhaiteriez voir dans les prochains événements, notamment sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Et surtout, si c'était intéressant pour vous et si vous, enfin, s'il y a des optimisations à faire aussi sur le format, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat aussi. Ou de prendre la parole. Merci Marc, merci Étienne, merci Rachid. Merci à tous. Petite question, les gars, sur Google Analytics. Donc, la version gratuite. J'ai compris que ça permettait de faire l'analytics. Contrairement à GA360, on ne peut pas avoir des journées tout fait. Mais est-ce qu'on peut quand même attaquer la donnée de tracking ou pas? Ou c'est juste pour la visualisation? Je ne pense pas qu'on puisse attaquer la donnée de tracking. Même avec le connecteur GA, d'ailleurs, on peut l'attaquer, mais indirectement via les audiences. Ouais. Mais je ne pense pas honnêtement qu'on puisse on va creuser un peu plus, mais je suis sûr à 99% que c'est pas possible. Ok. Et si j'ai bien compris, tu veux dire l'attaquer en brut, c'est ça, pour faire peut-être des agrégations de données, des segmentations là-dessus, c'est ça? Ouais, ou même du coup faire une entrée dans une journée Exactement. custom. Ouais. Non, c'est probablement pas possible. D'accord. J'ai une deuxième question, du coup, si personne se manifeste. Sur les single step de journée. Donc ça, c'est un outil qui est vachement intéressant pour les utilisateurs métiers. Et ma question, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu dans une situation, le cul entre deux chaises, entre les data relationships, le contact builder où on va refaire les liens. Ouais. Comment vous voyez les choses? Est-ce que les data relationships, faut les laisser maintenant au passé ou est-ce qu'on continue de les utiliser tant qu'on… Alors, en fait,
En fait, c'est une très très bonne question. Je pense que la stratégie, elle va au-delà des data. Alors, bien sûr, on va garder les data relationships et on va garder les contacts builders, les contacts designers, pas designers, contact builder, probablement parce que c'est historique et que ça reste utilisé dans l'orchestration, etc. Mais il faut différencier entre la partie orchestration et la partie segmentation. Pour la partie segmentation qui utilise aussi les data filters, en fait, aujourd'hui, on tend vers ce qu'on appelle, donc, probablement qu'on va adresser ce sujet-là, la CDP, donc le Customer Data Platform. Et donc, il y a des modules qui vont arriver, donc notamment ce qu'on appelle Customer 360 Audiences, qui va résoudre toutes ces problématiques de data relationship, de segmentation, que ce soit la doc, etc. Mais on va garder quand même, donc ça enlève, on va dire, les data filters qui sont vraiment archaïques, mais la partie contact builder, elle reste, et aussi l'orchestration. C'est bien pour, enfin, ça va être intéressant pour l'orchestration. Zach, c'est super bien expliqué, Akram. C'est exactement ça. Donc, la partie data filter aura tendance à être remplacée par Customer 360 Audiences. Donc, segmenter ma base de données avec du coup des données à la fois du marketing, mais qui peuvent venir du service, du sales, de l'OMS, etc., etc. Et donc, ça sera déporté dans Customer 360 Audiences. Et après, on va garder bien évidemment le data designer pour orchestrer mes process. D'accord. Mais lorsqu'on est un client marketing cloud qui n'a pas encore Customer 360 Audiences, donc là, j'ai forcément besoin de segmenter ma base de données. Et donc, data relationship, ça reste une option lorsque j'ai des use cases qui ne sont pas hyper compliqués et que je peux le faire parce qu'on connaît tous les limitations des data relationships. On a toujours le SQL pour les clients qui ont des personnes techniques et qui sont capables de le faire. On a aussi les listes mobiles. Donc, quand je peux aussi aller segmenter directement dans une liste mobile. Ou sinon, on a aussi, quand on peut aussi le faire dans Journey Builder avec les filtres. Donc, dans Journey Builder, je peux prendre en entrée une data extension et filtrer aussi, et donc segmenter dans mon entry source. Toutes ces options-là sont à considérer on va dire, chez le client, selon les use cases, sur la question de volumétrie, de fréquence, etc. La problématique aujourd'hui, c'est que en fait, c'est un peu comme le Far West en termes de ce qu'on peut utiliser pour la segmentation, et c'est pas forcément cohérent. Donc, le but de Customer 360 Audiences, c'est de ramener une cohérence aussi entre tout ça et avoir un seul outil de segmentation. Exactement. Donc, voilà. Donc, ça répond à cette problématique-là qu'on a tout le temps, en fait. Comment je segmente? Est-ce que je fais le data filter? Oui, mais c'est limité. Je ne peux pas faire tous mes cas d'usage. Est-ce que j'utilise Journey Builder? Oui, mais il y a des problèmes de performance. Donc, on a toujours le oui, mais aujourd'hui. Et le Customer 360 Audiences va répondre, en fait, à cette problématique-là. Donc, on aura un outil, un vrai outil CDP qui permet la segmentation. Mais c'est payant. Bien sûr, voilà. Alors dans les thématiques que vous pouvez aussi creuser pour aller plus loin dans la release, donc effectivement, donc il y a Customer 360 Audience, il y a l'intégration avec Loyalty Cloud, qui est un nouveau cloud pour la gestion des données de fidélité dans Salesforce. Et donc, il y a un nouveau dans le connecteur Salesforce et Customer 360 Audience. Quand vous sélectionnez dans les data streams la source Salesforce CRM, vous avez donc Sales, Service et Loyalty Cloud qui sont trois sources de données natives Salesforce. Donc, si ça vous intéresse, ça peut être une bonne source de données additionnelles pour activer des audiences dans Marketing Cloud. Il y a des nouvelles fonctionnalités aussi dans Pardot qu'on n'a pas couvertes, dans Social Studio, si ça vous intéresse. Et qu'est-ce qu'on avait vu? Principalement des améliorations sur l'intégration avec Facebook. Et aussi le SSO et le MFA, donc d'un point de vue sécurité. Voilà, c'était ça, on n'a pas voulu forcément demander. Voilà, donc des grosses annonces comme Customer 360 Audiences, et je pense qu'il faut qu'on puisse prévoir un point là-dessus. Carrément, peut-être aussi inviter une personne de Salesforce pour nous faire une démo comme on l'avait fait sur Interaction Studio. Ce serait intéressant. On a la partie Datorama aussi qu'on doit explorer. On a le nouveau Loyalty Cloud là qui arrive comme ça, est aussi intéressant.
Donc, voilà, il y a pas mal de choses, en fait. Et, voilà. Et pareil, dans Customer 360 Audience, il y a des fonctionnalités un peu natives comme le RFM qui sont intégrées aussi par défaut, qui peuvent être assez intéressants pour les marketeurs. Donc ça aussi, c'est des choses un peu out of the box qui sont sympas à proposer. Ouais. TA pour Customer 360 Audiences, Ariel, c'est-à-dire il est déjà… La date, je suppose la date. Il est déjà live, voilà. J'ai hâte depuis octobre. Par contre, c'est une licence à part. Hein. En fait, c'est-à-dire que c'est une plateforme à part, une licence à part. Et donc, du coup, je pense que si vous voulez l'activer, il faut s'adresser à la compte exécutive pour avoir une démo et pouvoir l'activer. C'est ça. Mais c'est déjà là depuis octobre. Vas-y, Ariel, excuse-moi. Non, je dis merci. OK. Peut-être on prend une dernière question avant que tout le monde parte, parce que j'imagine que… est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, donc on n'a pas de questions. Alors, je sais pas si Julien, tu voulais… non, juste pour clôturer, du coup, pour reprendre la question qui avait été posée, on va publier donc le deck présenté aujourd'hui ainsi que la vidéo de rediffusion dans le user group, sur Trailblazer Community Group. Donc le lien, on l'a partagé dans le chat un petit peu plus haut. Surtout, n'hésitez pas à redemander le lien le cas échéant. Donc un grand merci à tous les participants. Merci Zakaria, merci Akram. Merci au staff et donc on vous dit à très bientôt. On vous repartagera les prochains événements à venir. Donc restez fidèles et puis à très bientôt. Et merci encore pour votre participation. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci Rachid. Alors merci beaucoup et le lien avec plaisir dans le chat parce qu'il est tout en haut et je le vois pas. Attends, je te le remets. Je crois que je l'ai ici là. Parce que je suis arrivée en retard, mes excuses. Et du coup, chouette. Tu pourras revoir juste le début. En fait, ouais, il y avait Customer 360 qui m'intéressait et Datorama, et c'était au début, je crois. Donc, je regarderai ça. Alors là, je t'ai mis le lien du user group sur Trailblazer Community, qui est le groupe principal. Ouais. Et je vais remettre le lien du Slack aussi. Tac. Inviter des personnes. Copier le lien d'invitation. Et ça, c'est le lien du Slack. Eh ben, super, merci beaucoup. C'est super ce que vous faites et à très vite. Merci. Merci beaucoup.